Laurent Cohen, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. professeur de neurologie, spécialiste du cerveau, et vous publiez « Comment lire avec les oreilles » chez Odile Jacob. Un livre passionnant qui nous démontre que le cerveau est le lieu de toutes les illusions. En fait, on se rend compte que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent presque, c'est le cerveau qui le fabrique. Et alors tout de suite, vous donnez des exemples. Alors il y a cette fameuse robe qui circule sur Internet, on va la voir. Parce que cette robe, il y a la moitié de la population qui la voit, c'est bien ça, hein, noir et bleu. Oui. Et il y a l'autre moitié de la population, là peut-être êtes-vous chez vous devant votre écran, et il y a l'autre moitié de la population qui la voit blanche et dorée. C'est totalement contre-intuitif. Oui, la première fois que j'ai vu ça, je dis c'est pas possible qu'on raconte des salades. Moi, je la voyais blanche et dorée. Et ben moi, je la vois noire et bleue. Voilà. Je veux dire. Pour moi, il n'y avait tellement aucun doute que je me dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens sont normalement tout à fait d'accord sur la couleur des choses. Si vous allez chez le marchand de légumes, vous lui demandez une pomme rouge, il va vous donner une pomme rouge. Vous serez d'accord là-dessus. Pourquoi les gens ne sont pas d'accord là-dessus ? C'est vrai que c'est assez mystérieux, mais c'est vrai parce que les gens ont fait le calcul, ont testé des milliers de personnes. C'est vrai qu'il y a une bonne proportion de la population qui le voit d'une manière, une autre qui voit de l'autre. Alors, le pourquoi est assez compliqué. C'est-à-dire que la première chose, c'est que on ne voit que la robe. On ne voit pas d'indice autour. On ne sait pas si c'est le jour, la nuit, à l'intérieur, à l'extérieur. Or, savoir quelle est la couleur de quelque chose, c'est quelque chose que le cerveau fabrique en utilisant tous les indices disponibles. C'est-à-dire la même lumière qui vient d'un objet sera interprétée de façon différente si on se rend compte que c'est la lumière du jour ou la lumière d'une ampoule qui fait clair ou qui fait sombre. Donc on manque d'indices. Le cerveau corrige les lumières en fonction de l'environnement. Absolument. Et là, comme on n'a rien sur l'environnement, le cerveau est perdu. Le cerveau est perdu. En tout cas, le cerveau des uns et des autres se comporte de façon un petit peu différente. Alors, il y a une autre image qui montre encore l'illusion, qu'il faut faire attention à ce qu'on voit, c'est cette image du damier. Voilà, on va la voir. Eh bien, la case A et B, on a clairement l'impression que la case B est plus claire. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces deux cases A et B sont de la même couleur. Et ça, quand on se dit que c'est pas possible. Enfin. Ah oui, c'est une illusion extrêmement forte. Il faut vraiment prendre le bouquin, découper un petit morceau de la page, ce qui est dommage, et puis on s'aperçoit que les deux cases ont la même couleur, physiquement. Mais là aussi, la raison, c'est que le cerveau interprète ce qu'il voit. C'est-à-dire que nous, on dit « Ah, c'est une case noire, ça, c'est une case blanche », mais on tient compte de quelque chose de très important, c'est qu'il y a une ombre. L'ombre du cylindre qui passe sur le damier. Et donc, on corrige. Si vous voyez, exactement, si vous voyez une certaine lumière qui arrive dans vos yeux, mais qu'elle est à l'ombre, ça veut dire qu'en réalité, elle est plus claire qu'elle n'a l'air d'être. Et si la même lumière vient d'une autre case, en provenance de vos yeux, mais qu'elle n'est pas à l'ombre, ça veut dire qu'elle est en réalité plus sombre qu'elle n'a l'air d'être. Mmh. Et donc, on voit, notre système visuel, en fait, n'est pas sensible juste à la lumière, mais à l'interprétation de l'ensemble des informations qui nous arrivent. Et alors, la preuve que le cerveau corrige en permanence les informations qui nous arrivent, c'est cette affiche qu'on voit à l'approche de la nuit blanche, on va la voir. Voilà. On arrive très bien à la lire, cette affiche, et pourtant, il y a écrit « Newt Blanche ». Et pourtant, on arrive à la lire. Oui, alors on arrive à la lire. Alors il y a deux raisons, à mon avis, pour ça. Première raison, c'est que on travaille quand même un peu, on fait un peu d'anagramme dans notre tête. On dit « Ah oui, c'est pas ça, ça n'existe pas, je passe le... » Bon, donc il y a un peu d'effort, si vous voulez, quand même. Et puis il y a une deuxième chose, en fait, mais c'est un peu compliqué, c'est que comment est-ce qu'on utilise comment est-ce qu'on code la position des lettres dans un mot ? Comment notre cerveau fait la différence entre les différents anagrammes ? Et en fait, ce qui se trouve, c'est que si vous laissez les deux lettres extrêmes des mots, ce qui est le cas ici, le N et le T, le B et le E. Exactement. À l'intérieur, vous pouvez mélanger. La position relative des lettres les unes par rapport aux autres n'est pas tellement changée quand on fait cette manip. Alors, le cerveau corrige et ça expliquerait certaines choses qu'on a du mal à expliquer. Vous dites notamment les acouphènes. Alors expliquez-nous, rappelez-nous d'abord ce que c'est qu'un acouphène. Les acouphènes, c'est un truc très fréquent. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Parfois, c'est horrible. C'est l'impression d'avoir un sifflement. Alors, rien ne siffle nulle part, mais vous entendez un sifflement, un bourdonnement dans une oreille qui est parfois absolument obsédant. Vous dites à 60 ans, il y a 20% de la 10 à 20% des gens ont des à un moment ou un autre de leur vie. Voilà. Ouais, donc c'est très fréquent. Et alors, ça viendrait d'où ces acouphènes ? Alors, ça ne vient pas vraiment des oreilles. En gros, l'explication, c'est que il faut d'abord être un peu sourd. Donc c'est plutôt chez des gens d'un certain âge qui ont une presbyacousie, dont l'audition baisse un peu, ou des gens jeunes qui ont écouté trop de musique trop fort, donc un peu sourds. Et donc le cerveau ne reçoit pas des oreilles tout ce qu'il devrait recevoir. L'oreille n'envoie pas au cerveau certains signaux qui sont du genre des choses
pour lesquelles on est sourd. Et le cerveau, privé de ses entrées normales, eh bien, ne fonctionne pas normalement et il imagine le bout de cortex qui s'occupe normalement de ce genre de son que le cerveau ne reçoit pas, eh bien, se dérègle et fabrique un son fantôme. En fait, c'est exactement ce qui se passe, à peu près ce qui se passe chez des gens qui sont amputés. Chez la plupart des gens qui sont amputés d'un membre, vous imaginez, vous êtes amputé de la main gauche, eh bien, la plupart des gens continuent à sentir leur main gauche absente, bien qu'elle ne soit plus là. Et la raison, c'est que même si vous n'avez plus de main gauche, dans votre cerveau, les cartes, les représentations de votre main gauche perdue, elles sont toujours là. Mais elles ne sont plus alimentées par des informations qui viennent normalement des mains. Elles ne fonctionnent pas normalement et elles fabriquent des sensations fantômes qui souvent sont douloureuses. D'ailleurs, comme les acouphènes sont quelque chose de très désagréable. Alors pour les acouphènes, vous avez cette expression très claire. Vous dites c'est comme si le cerveau montait le son, comme si on monte le son. Oui, c'est un petit peu ça. On s'aperçoit que le cerveau régule, il monte le son, etc. La douleur, est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce que c'est totalement fabriqué dans le cerveau? C'est comme le reste, c'est comme la voir, entendre, sentir, etc. C'est fabriqué dans le cerveau. Et ça a une fonction très particulière, qui est une fonction de protection, si vous voulez, nous protéger contre les agressions éventuelles. On se coince le doigt, il vaut mieux retirer le doigt, il fait trop chaud, on enlève la main, etc. etc. Donc ça a une fonction évidente. C'est un truc qui est construit par le cerveau et qui est naturellement associé à des sensations désagréables, à des émotions négatives, pour qu'on fasse quelque chose. Il y a des gens, d'ailleurs, qui sentent les douleurs, mais chez qui ce n'est pas associé à des sensations désagréables et qui peuvent se laisser brûler d'une certaine manière sans réagir. Alors le cerveau, d'abord, autre question, il est très actif. Est-ce qu'il se repose la nuit? Est-ce que quand on dort, le cerveau se repose? Généralement non. C'est-à-dire que, en fait, dans le sommeil, en gros, il y a deux grandes phases. Il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, pendant lequel on fait beaucoup de rêves, et pendant lequel le cerveau, en fait, est presque comme quand on est réveillé. Il est très actif. Si vous enregistrez l'activité du cerveau pendant ce sommeil paradoxal avec une machine d'IRM, de PET, etc., vous voyez qu'il fonctionne à peu près autant que quand on est réveillé. Et puis il y a une deuxième type de phase de sommeil qu'on appelle le sommeil lent, pendant lesquelles l'activité, le métabolisme du cerveau diminue. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne fasse rien et que ce qu'il fait à ce moment-là ne soit pas important. Mais vous dites que le sommeil lent est très réparateur, ce qui fait que le matin, vous savez, quand on traîne un peu au lit, on a tendance à faire des rêves, on se réveille, etc. Finalement, c'est un sommeil peu réparateur que ce sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, la quantité de sommeil paradoxal augmente. Au début de la nuit, il y en a un peu moins. À la fin de la nuit, il y en a de plus en plus. Alors, on ne peut pas parler de cerveau sans parler d'intelligence. C'est difficile à mesurer l'intelligence. Alors, d'abord, il y a le QI, le fameux QI. Si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a des études. Alors, vous êtes prudent avec ces études qui montrent que le QI des Français aurait baissé de 4 points entre 1999 et 2009. Alors, il y a effectivement des gens qui ont montré ça. Je ne sais pas si ça a été répliqué, vérifié, etc. C'est possible. Mais moi, je trouve qu'il y a un aspect positif qui est plus important. C'est qu'il y a un phénomène qui, lui, est complètement incontestable. C'est qu'au cours de tout le XXe siècle, on a mesuré de façon très sérieuse, en utilisant les bons tests, etc., on a montré qu'il y a une augmentation séculaire du QI, au moins dans les pays occidentaux, industrialisés, etc., et qu'effectivement, dans certains pays au moins, il y a un plafonnement de la montée du QI. Ce qui, d'abord, je trouve, est une bonne nouvelle, dans le sens où ça veut dire qu'au cours du XXe siècle, il y a plein de choses qui se sont améliorées. Meilleure alimentation, meilleure santé, les femmes enceintes sont mieux suivies, les enfants sont moins malades, etc. Et donc, le cerveau, d'une certaine manière, souffre moins, se porte mieux, et donc il y a peut-être un effet un peu de plafond, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire attention Bon, et la fameuse question, alors le QI, c'est inné ou c'est l'environnement? Alors, fameuse question, réponse de Normand. Oh non, si, c'est l'élément général, vous allez me dire? Mais c'est la vérité. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est vrai que c'est la moitié. Enfin, la moitié, si on peut mesurer, mais c'est vrai que les deux sont indissociables et les deux sont importants. L'inné et l'acquis. Alors, en revanche, vous dites attention aux stéréotypes qui sont autoréalisateurs. Expliquez-nous. Ah oui, ça c'est autre chose. C'est très important, les stéréotypes. Alors, l'exemple que je donne dans le bouquin, je crois, c'est ce qu'on appelle la phobie des maths. Il y a des enfants à l'école qui ont une peur panique des cours de maths, qui ne veulent pas faire de maths, qui ne dorment pas la nuit avant un examen de maths, etc. Ça peut être vraiment un truc très gênant. Et c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les filles. Alors pourquoi c'est plus fréquent chez les filles, ce genre de phobie des maths? C'est probablement en bonne partie parce que des fois les parents, les profs, les amis, oh là là, les maths, c'est pas pour les filles. Donc, quand on s'entend dire, ça a été mesuré expérimentalement, quand on s'entend dire c'est pas un truc de fille, eh bien ensuite on y arrive moins bien. Voilà, c'est passionnant. Comment lire avec les oreilles. Merci beaucoup, professeur Laurent Cohen, merci. Vous restez avec nous tout de suite.